Corinne de Moret-Darleux, un grand merci de m'accorder de ce temps. Je suis Avec très plaisir. heureux de pouvoir discuter avec vous de votre premier livre, mais aussi de ce nouveau livre qui va paraître, qui est paru, pardon, déjà le 6 mai, Là où le feu et l'ours. C'est l'occasion pour moi de discuter un peu avec vous sur cette question d'effondrement. Je trouve que vous avez aussi une vision très nouvelle, en tout cas assez rare, en tout cas dans le regard, et puis vos engagements politiques et vos engagements militants m'ont aussi beaucoup intéressé. Est-ce que on va commencer par la première question que je vais poser à toutes les personnes avec qui je discute euh, au cours de cette interview, c'est pourquoi et sur quoi est-ce que vous vous engagez alors en ce moment. Ça peut être aussi l'occasion pour vous de vous présenter peut-être un peu plus largement, mais c'est la question que je vais poser à tout le monde et que je pose à tout le monde. D'accord. Bah, d'abord, merci de l'invitation et d'avoir ce temps d'échange pour revenir sur tous ces sujets qui évidemment me tiennent à cœur. Alors, ce qui m'occupe en ce moment, il y a pas mal de choses. C'est une période plutôt assez chargée. Bah, pour me situer un peu, moi, je suis en train d'achever mon second mandat de conseillère régionale d'opposition en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, le dernier mandat, c'était donc face au président de région Laurent Wauquiez, et c'est un mandat voilà, qui a été assez pénible, je dois dire. Donc, je suis plutôt contente d'en voir le bout. Et pour tout un tas de raisons, j'ai décidé de ne pas me représenter. Je trouve que 2 mandats, c'est déjà bien. Donc, je suis un peu voilà, dans cette phase de transition avec l'envie de me consacrer beaucoup plus à l'écriture et à la littérature, tout en poursuivant mes activités militantes. Et ces activités militantes, en ce moment précisément, sont en grande partie dirigées et mobilisées sur un territoire qui se situe en Syrie du Nord et de l'Est, qu'on a longtemps appelé le Rojava, qui est un territoire qui s'est déclaré de facto autonome il y a quelques années, dans lequel vivent à peu près 5 millions d'habitants, et qui est en train de mener une véritable révolution à la fois démocratique, féministe, de gestion de l'économie sociale et de coexistence pacifique entre différents peuples, différentes cultures, différentes langues, différentes religions. Et voilà, tout ce qui se passe là-bas, pour moi, est extrêmement inspirant. Je m'y suis déjà rendue à 2 reprises. Et on est en train de travailler là avec la Fondation Daniel Mitterrand, des ONG, des partenaires, à la constitution d'un réseau d'entraide, de partenariat avec ses habitants et tous les projets qui portent dans le domaine de l'eau, de la gestion des déchets, de l'agriculture paysanne, des coopératives de femmes. Donc voilà, c'est un projet qui me tient très à cœur, avec la perspective de pouvoir nous rendre sur place, donc pour moi, pour la troisième fois d'ici l'été. On va pouvoir discuter de ce prochain voyage et de tous les voyages et reportages que vous avez fait sur le Rojava. Je serais très curieux de savoir pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le Rojava et pourquoi est-ce qu'on l'appelle plus comme ça aujourd'hui. Euh, euh, J'en profite pour dire que vous avez aussi écrit pour la revue Ballast vos carnets un peu, c'est un peu des carnets je veux dire carnets de guerre, mais c'est pas tellement des carnets de guerre, mais disons des carnets de Des carnets de journalistes, voyage, des ouais, des carnets de carnets de bord, ouais. voyage, exactement, carnets de bord au Rojava, qui sont très intéressants. On va revenir là-dessus, mais quand je vous entends un peu vous présenter un peu vos combats, vos engagements, ça me fait évidemment penser à votre premier livre, plutôt couler en beauté que de flotter sans grâce. Et je voulais d'abord commencer peut-être par ce livre un petit peu. Euh, D'où vous est venue l'idée d'écrire ce tout petit essai très musclé, mais en même temps aussi extrêmement sensible. J'ai eu l'occasion de lire beaucoup de livres justement sur l'effondrement et je trouve que le vôtre apporte un souffle et quelque chose de très apaisant aussi, paradoxalement, malgré la difficulté
du défi en fait qui est même pas à nos portes, on a déjà passé la porte depuis un moment, mais il y a quand même un côté assez apaisant, pas optimiste, mais apaisant. Et je me demandais d'où était venu ce projet de livre. Comment est-ce qu'il est né? Est-ce qu'il est né est-ce qu'il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui Alors c'est une bonne question. C'est toujours très difficile, je trouve, de reconstituer la genèse d'un projet d'écriture. Moi, je suis une grande lectrice depuis toujours. Je suis très attachée aux livres, je suis très attachée à l'édition papier. Et, euh, et donc, voilà, j'écrivais déjà pas mal, mais plutôt des formats courts, des chroniques, des tribunes, des textes courts. Et j'avais très envie, je crois, depuis longtemps, de me lancer voilà, dans une production littéraire un petit peu plus complète. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'en fait, moi, je lis assez peu d'essais en réalité, et que le premier livre que j'ai écrit, c'est un essai. Mais précisément parce que moi, je lis assez peu d'essais et que je lis surtout des romans, en fait, j'ai vraiment besoin qu'on me raconte une histoire, qu'on m'embarque avec des personnages, avec voilà, un récit. Et je crois que j'avais envie d'écrire un essai qui précisément ressemble pas forcément à d'autres essais qui sont souvent très universitaires, très sourcés, un peu froids, avec une mise à distance du sujet. Là, j'avais envie de quelque chose de rédigé à la première personne du singulier, qui puisse convoquer des personnages voilà, incarnés en chair et en os, qui soient réels, comme Bernard Moitessier, ce navigateur sur lequel je m'appuie beaucoup tout au long de l'ouvrage, ou des personnages imaginaires de fiction, comme le héros des Racines du ciel de Romain Gary, que je convoque aussi largement dans l'essai. Donc voilà, c'est un peu ça ce qui m'a guidée, en tout cas dans l'écriture. Après, je crois que ça correspondait aussi à un moment où j'avais une forme de rupture, moi, dans les formes de mon engagement politique, puisque ça correspond à peu près à la période où j'ai quitté mes engagements, mes appartenances, on va dire, partidaires, parce que j'ai été pendant 10 ans à la direction nationale du parti de gauche et que j'ai quitté à la fois la France insoumise et le parti de gauche l'année où j'ai écrit cet essai. Et donc, je pense qu'il y avait aussi une manière voilà, de poser un peu les choses par écrit sur, voilà, sur ces effondrements qui viennent et sur ce que cela devrait faire à la manière de réfléchir la politique, réfléchir nos engagements, réfléchir nos modes d'action. Donc, je crois que j'avais voilà, besoin de poser un certain nombre de réflexions par écrit avant de poursuivre mon engagement sous d'autres modalités. Et donc dans cet essai, il y a vous proposez différentes pistes. Alors évidemment, vous n'êtes pas la seule à avoir abordé ces pistes-là, mais vous les ramassez justement dans cet essai de façon assez brillante au niveau du style aussi, parce que je trouve que c'est un texte qui est très très facile et très abordable à lire, alors que la matière est très aride. Et je voulais creuser un peu un concept avec vous, enfin plusieurs concepts, mais notamment le concept du maverick. Qu'est-ce que c'est être un maverick et comment est-ce qu'on peut être un maverick aujourd'hui, en 2021, à l'ère de la télésocialité, pour reprendre un concept d'Éric Sadin, la télésocialité généralisée, où nous nous contactons sur Zoom, parce que bon, alors il s'avère que je vis au Québec, mais on n'a pas l'occasion de pouvoir se rencontrer encore en chair et en os. Comment est-ce que, selon vous, on peut arriver à vivre en Maverick? Et surtout, peut-être, vous pouvez expliquer ce que c'est que ce concept-là ou Ouais. ce... Alors, c'est pas du tout un hommage à Tom Cruise parce que après la parution du livre, il y a des personnes qui m'ont fait part d'un film avec Tom Cruise. Je crois que c'est Top Gun. Top Gun. comment? Top Gun. Ouais, c'est Top Gun, c'est ça, ou c'est le nom de son personnage. Moi, Top Gun, je l'ai vu, mais il y a très longtemps. Donc, ça ne m'a pas influencé, en tout cas pas consciemment. Non, le Maverick, c'est en fait, au départ, c'est un nom qui vient d'un éleveur texan qui refusait en fait
de marquer ces troupeaux. Et par extension, en fait, c'est un terme qui désigne aujourd'hui des chevaux qui sont semi-sauvages, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'éloignent du groupe, des autres chevaux, mais tout en les suivant à distance. Donc, ils se détachent voilà, du groupe sans pour autant non plus rompre tout à fait l'amarre qui le relie au collectif. Et je trouvais ça intéressant. Alors, c'est un qualificatif que j'attribue à Bernard Moitessier, qui donc est ce navigateur qui était parti pour la première course autour du monde en solitaire, hein, sans escale et sans assistance extérieure, et qui, à quelques encablures de la victoire, a finalement choisi de ne pas passer la ligne d'arrivée, de changer de cap et de continuer sa longue route en mer jusqu'au Pacifique, en expliquant son geste par en fait, le manque d'envie totale de retourner en Europe et d'y retrouver la société de surconsommation, de marchandisation, de règne de l'argent, etc. Et j'ai trouvé cette image assez parlante, en tout cas pour ce qui me concerne, et a priori, d'après les retours que j'ai eus pour pas mal de lectrices et de lecteurs, sur ce besoin qu'on ressent, notamment quand on est militant politique, très engagé dans un collectif, de faire valoir aussi son droit à l'individualité dans son engagement collectif. C'est des choses qui ont existé dans un certain nombre de courants politiques, dans le communisme libertaire, par exemple, et qui a été un peu, il me semble, oublié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu pris en étau entre, pour faire court, le libéralisme de droite qui mise tout sur l'individu et sur ses capacités propres, hein, à se faire une place dans le système. Et puis de l'autre côté, une forme de collectivisme qui a souvent eu tendance à oublier l'individu justement au sein du collectif. Et donc, voilà, c'est une des réflexions que je tire tout au long du livre. C'est voilà, comment est-ce qu'on arrive à réarticuler la dimension collective et la dimension individuelle d'un point de vue politique, mais de manière aussi plus large dans la manière qu'on a de vivre ensemble et de faire société. Et donc, voilà, je trouvais que, en tout cas, moi, cette image-là m'allait bien, de voilà, de pas être complètement assujetti au groupe, tout en le suivant à juste distance, on va dire. C'est ma manière à moi, en tout cas, de combiner mon besoin de liberté et de solitude et cet attachement viscéral que j'ai à l'action collective. Mais alors ces chevaux pardon, semi-sauvages, qui ne sont pas marqués, moi, ils m'ont assez vite pensé justement à nous, qui pourrons, là, il y a tous les 2, nous avons cet échange, les personnes qui pourraient voir cet entretien. On a quand même tous une puce, dans la poche, avant, arrière de notre pantalon, ou même, là, sur notre cœur. C'est un téléphone. Comment est-ce que, on peut se dépucer ou se démarquer justement de cet outil-là qui, à certains égards, est assez extraordinaire? Parce que je pense aussi que vous pourrez peut-être, heu, vous aurez peut-être l'occasion d'en parler, mais, au Rojava, j'imagine que c'est que les communications comme ça téléphoniques et le fait d'avoir, la possibilité d'avoir des réseaux sociaux ou des applications qui permettent de communiquer peuvent vous rendre de grands services. Donc il y a un côté assez extraordinaire, mais il y a un côté aussi très, avilissant, esclavagisant aussi. Comment est-ce qu'on peut, arriver à jongler entre ces 2 plateaux de balance qui sont très déséquilibrés, en plus? Alors c'est vrai que moi, honnêtement, plus le temps passe et plus je deviens réfractaire à cette dimension du tout numérique. Alors, comme beaucoup de personnes, c'est en partie lié à la période qu'on vit de pandémie et aux confinements successifs qui font que voilà, même pour les personnes qui étaient un peu accros au numérique, là, la succession de visio et d'échanges uniquement à distance, j'espère en tout cas, à commencer à provoquer du, du trop-plein d'algorithmes et d'outils numériques.
Alors bon, vous le disiez, ça a des avantages, c'est certain, hein. Effectivement, au Rojava, tout le monde communique en laissant des messages vocaux sur WhatsApp, c'est, quelque chose qui permet, de rester relié. Ça a des avantages, hein, mais honnêtement, j'ai l'impression aujourd'hui que la somme des inconvénients commence à excéder la somme des avantages. Parce que, il y a, pour moi, au moins 3 dimensions. D'abord, la dimension d'aliénation individuelle, hein, c'est-à-dire la manière dont, on le sait aujourd'hui, tout est fait pour stimuler la dopamine et créer des phénomènes d'addiction aux écrans, à un certain nombre de jeux, d'applications, en jouant beaucoup sur les réactions qu'on connaît sur les réseaux sociaux de type like, retweet, etc. Donc, il y a une aliénation qui est réelle. Et quand on. Enfin, voilà, moi, j'ai des ados et des jeunes adultes autour de moi et je dois dire que, voilà, sans vouloir tomber dans le camp des vieux cons, je suis quand même assez atterrée par la manière dont ils se greffent ce téléphone au bout de la main et dont ils ne le lâchent jamais. Donc il y a une vraie question d'aliénation. Ensuite, il y a une vraie question qui, elle, n'est pas individuelle mais sociétale, qui est celle du traçage, de la récupération des données personnelles et d'une forme de surveillance généralisée. On sait qu'on laissait déjà des traces de nos passages dès qu'on règle un achat en carte bleue, dès qu'on on bip une carte de transport en commun. Enfin, je veux dire, on laisse déjà des traces numériques un peu partout, mais c'est vrai que là, avec le téléphone portable, tout ça est démultiplié. Et puis la troisième chose, c'est la réalité pesante, concrète et matérielle du numérique, contrairement à ce qu'on pense souvent, parce qu'il y a ce côté immatériel qui est souvent présenté pour le numérique. En réalité, derrière, il y a beaucoup de matière, beaucoup d'énergie, il y a des serveurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les photos des serveurs qui font en sorte que Internet fonctionne et qu'on puisse télécharger ou regarder des vidéos en direct sur Internet. C'est absolument effarant, hein. Je veux dire, c'est des entrepôts gigantesques qui consomment une énergie absolument incroyable, sans compter toutes les matières rares qui rentrent dans la fabrication de tous ces engins numériques et qu'on a aujourd'hui de plus en plus à profusion à domicile, hein, parce que la plupart des gens ont un ordinateur, un téléphone portable, plus maintenant une tablette, enfin voilà, une multiplication de tout ça. Donc c'est évidemment très loin d'être neutre aussi d'un point de vue environnemental. Et donc tout ça pose énormément de soucis. Sur la manière dont on s'émancipe de tout ça, j'ai pas vraiment de réponse universelle. C'est des discussions qu'on a régulièrement, notamment avec Alain Damasio, qui réfléchit beaucoup à ces questions-là, qui lui-même n'a pas de téléphone portable et qui vient de sortir un court roman à destination des adolescents, justement, sur l'assujettissement aux réseaux sociaux et au numérique. Je crois qu'il y a à la fois une question de discipline personnelle, d'arriver à réguler son usage du numérique et des réseaux sociaux pour faire en sorte que ce soit pas, que ça devienne pas trop invasif. Et puis après, il y a aussi des bonnes pratiques, hein. Une fois qu'on a réduit son usage au maximum, pour ce qui reste d'usage, mettre en place des bonnes pratiques qui consistent à refuser la publicité, à effacer son historique et ses cookies et à essayer de s'en passer à chaque fois qu'on peut s'en passer, c'est-à-dire privilégier, pour ceux qui en ont encore, des cartes routières papier plutôt que Google Maps, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment pour moi la limitation maximum de l'usage et d'essayer de ne le garder que pour les usages qui sont vraiment indispensables et utiles et qui apportent vraiment un plus, quoi. On peut revenir aussi sur cette question d'effondrement euh, maille évidemment votre premier essai, mais aussi votre second livre qui est paru le 6 mai. Quand est-ce que vous avez eu le déclic de cet effondrement imminent? Qu'est-ce qui vous a fait vous rendre compte de ça? Et je serais assez intéressé d'avoir aussi votre retour sur
Parce que vous avez quitté le monde politique où vous aviez quand même des responsabilités importantes. On a l'impression que votre rapport à ce monde politique s'est aussi effondré. Il y a aussi un effondrement peut-être, alors avec le monde politique en tout cas tel qu'il nous est présenté dans les médias, avec ces gros appareils, ces structures. Est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai pas réellement eu de déclic, hein, par rapport, à cette question de l'effondrement, dans le sens où, ça fait maintenant plus de 10 ans que je vois passer, les rapports, d'experts, de climatologues, de glaciologues, voilà, que je m'intéresse de très près aux questions notamment de climat et de biodiversité. Et donc j'ai plutôt eu l'impression, d'assister à une accélération de la dégradation de ces différents indicateurs. Mais il n'y a pas eu un moment où tout d'un coup, j'ai eu un espèce de sursaut de conscience, quoi. C'est plutôt quelque chose qui s'est installé dans le temps. Simplement, il y a un moment où en fait les choses deviennent franchement inquiétantes en fait. C'est plus ça le déclic, parce que malheureusement les dégâts datent pas d'hier et ne datent pas de l'apparition de la collapsologie et de l'effondrement dans le débat public. Donc voilà, moi j'ai pas vraiment eu de déclic par rapport à ça, mais plutôt voilà un suivi et une attention régulière qui font que à un moment donné, je suis arrivée à un constat d'urgence et de gravité qui m'imposait, en tout cas, moi, de prendre 2 secondes pour m'arrêter et pour réfléchir à ce que j'étais en train de faire en termes d'action politique, de savoir si c'était vraiment la manière qui me semblait la plus efficace et où je me sentais la plus utile. Ce qui, me semble-t-il, est des questions enfin, voilà, que toutes les personnes qui font de la politique devraient se poser de manière assez régulière. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il m'a semblé que l'engagement dans un parti politique traditionnel euh, devenait incompatible en fait avec ce sentiment d'urgence et de gravité que je ressentais à la fois au niveau intellectuel, rationnel, mais aussi de manière un peu tripale, quoi. Tout simplement parce qu'un parti politique, sa vie, elle est quand même beaucoup scandée par les échéances électorales et que ces échéances électorales impliquent un certain nombre de choses, impliquent de rechercher de la visibilité médiatique, impliquent de commenter toutes les polémiques sur les réseaux sociaux, impliquent de chercher à être reconnu, à se faire un nom, implique aussi beaucoup de temps passé à des questions internes ou des questions d'alliance, enfin voilà. Et tout ça prend un temps et une énergie absolument sidérantes, qui sont du temps et de l'énergie, et puis une forme de bienveillance aussi, parce qu'on s'use aussi beaucoup la bienveillance à cet exercice, qui ne sont pas mis ailleurs, en fait, et qui ne sont pas mis notamment à la fois à l'action, mais aussi à la réflexion, c'est-à-dire au vrai débat d'idées qui est de plus en plus absent, je trouve, de cette scène politique, où voilà, tout le monde le dit, hein, c'est un peu une tarte à la crème que de le dire, mais je l'ai vraiment ressenti moi dans ma chair, ce glissement vers l'invective et vers de la communication davantage que de la politique au sens noble du terme. Donc voilà, donc c'est ce moment-là, alors qu'il n'y a pas vraiment un effondrement non plus pour moi du politique, hein, puisque d'abord, c'est pour moi les partis politiques et les élections, ce n'est qu'une partie de la politique. Il y a plein d'autres manières de s'engager, et heureusement. Et puis ensuite, parce que là aussi, ça ne s'est pas fait d'un coup, et c'est plutôt voilà, une forme de retour d'expérience, d'enseignement, d'une forme de maturité peut-être aussi d'en arriver à ce constat-là. Et encore une fois, je le dis souvent, mais voilà, moi je respecte les choix des différentes formes d'engagement, et je dissuade personne de se présenter aux élections et d'adhérer à un parti politique. Je pense qu'il en faut aussi. Donc c'est très bien, mais à titre personnel, je l'ai beaucoup fait, et aujourd'hui, je suis contente de passer la main et de voir qu'il y a de la relève derrière pour ce type d'engagement-là. Comment est-ce que vous expliquez le fait que, par exemple, on tolère en France
au niveau des citoyens. Et là, je ne parle pas de vous, et ce n'est pas une attaque évidemment ad hominem, mais le fait que nos politiques, le personnel politique que l'on voit passer beaucoup à la télé, euh, euh, puisse bénéficier de tant d'avantages. Parce que pour une certaine partie d'entre eux, c'est d'abord des salaires qui sont extrêmement conséquents, qui leur sont versés depuis des décennies pour certains. C'est parfois des voitures avec chauffeur, enfin, vous voyez tout ce train de vie absolument délirant. Comment est-ce que vous expliquez ça? Et je me demandais si dans le psyché des politiques que vous avez pu côtoyer, tout ça est normal. Parce que c'est quand même des. Parce que moi, je me pose la question. Vous disiez tout à l'heure qu'évidemment, ce n'étaient pas des personnes plus mauvaises que les autres. Moi, j'en doute pas une seconde. Mais je doute pas une seconde qu'elles soient pas meilleures que les autres. Or, en briguant les suffrages, à certains moments, on nous fait croire que l'on est meilleur parce qu'on peut représenter, on pense qu'on est suffisamment compétent pour représenter d'autres personnes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un sujet justement sur ce plan-là? Ah bah, il y a un sujet, ça c'est plus que certain. Enfin, je veux dire, il y a un vrai sujet aujourd'hui avec la classe politique en France. Euh, Après, moi, j'ai pas envie d'être dans des déclarations trop englobantes parce que moi, enfin voilà, j'ai souffert au début de mon premier mandat du fait de me sentir tout d'un coup renvoyée au camp des politiques. Et je disais souvent aux gens dans les réunions publiques ou les comptes rendus de mandat public, par pitié, ne me mettez pas dans le même sac que Balkany, quoi. C'est-à-dire que concrètement, en fait, parler des élus ou des politiques, en réalité, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que entre le maire de mon village et Laurent Wauquiez, entre voilà, un conseiller régional d'opposition et un sénateur, bah, en fait, vous avez des univers qui n'ont rien à voir, ni en termes d'avantages, ni en termes de responsabilité, ni en termes même de fonctionnement, de travail, vraiment d'études, des dossiers, vraiment du travail de l'élu. Bon, je vais essayer quand même de... Il est un peu collant en plus en ce moment, donc ça tombe mal. Donc on parle de choses là qui sont vraiment très différentes et il faut éviter, il me semble, en tout cas, voilà, de faire des grandes généralités sur les élus ou les politiques. Après, une fois qu'on a dit ça, clairement, enfin, je veux dire, il y a des dirigeants politiques, hein, qu'ils soient élus ou membres du gouvernement, qui abusent, quoi. Enfin, je veux dire juste qui abusent au sens premier du terme, c'est-à-dire voilà, qui effectivement se votent des avantages en termes de rémunération, en termes de gratuité, des avantages sociaux qui sont pour moi absolument inadmissibles et indécent par rapport à la réalité de la grande majorité de la population qui bascule de plus en plus dans la précarité. Donc ça, c'est indécent et c'est inacceptable. D'autant plus quand on est élu, voilà, il y a malgré tout quand même un minimum de devoir d'exemplarité qui d'ailleurs va très loin. Hein. C'est pas seulement de l'exemplarité en matière on va dire de tenue républicaine et de probité. C'est de l'exemplarité parce que bah, quand vous avez un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron qui va faire du jet ski dans une réserve protégée pour ses vacances au fort de Brégançon et qui, quelques semaines plus tard, annonce une taxe carbone au nom de la défense de l'environnement, bah, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le mouvement des Gilets jaunes et c'est pas surprenant en fait, c'est assez légitime. Donc ça va très loin en termes d'implication, cette question de l'exemplarité. Donc il y a ça, et ça, c'est un problème à la fois d'institution, c'est-à-dire d'un système, ce système de la Ve République, et ce système aussi de connivence et de collusion entre un certain nombre d'intérêts médiatiques, économiques, politiques, qui sont aujourd'hui des évidences. C'est-à-dire que, je veux dire, enfin, il n'y a pas besoin d'être complotiste ou de voir le mal partout pour juste prendre des faits bruts
sur la manière dont les actionnariats des médias dominants en France et des grands industriels se rejoignent et sur l'influence qu'ont ces différents pôles-là sur la vie politique française. Donc ça, c'est une réalité et c'est une réalité à combattre. À côté de ça, il y a d'autres réalités, d'autres types d'élus qui peuvent avoir besoin de moyens pour exercer leur mandat. Alors, des moyens pour exercer son mandat, c'est pas un hélicoptère ou un jet privé qui vous permet de vous déplacer plus rapidement, mais c'est le fait de pouvoir embaucher des salariés, voilà, des choses comme ça. Et ça ne me choque pas parce que c'est vrai que ça, ben, en fait, vous ne travaillez pas de la même manière sur vos dossiers quand vous êtes un seul cerveau face à votre ordinateur ou quand vous êtes trois à travailler ensemble, quoi. Mais est-ce que on a encore une et j'avais bien fait dans ma question précédente la différence entre des élus, on va dire, locaux, incluant aussi des maires. Oui. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se passer des services de nos députés, de nos sénateurs, qui de toute façon aujourd'hui sont une forme de chambre d'enregistrement du gouvernement? Et ça, c'est pas propre au gouvernement Macron. Il s'avère que la majorité présidentielle est très importante avec ce mandat-là, mais bon, c'était déjà le cas précédemment. Est-ce qu'il ne nous coûte pas un peu trop cher? Et moi, ce que je me demande aussi, c'est est-ce que, je sais pas, vous avez, j'imagine, côtoyé, et c'est pas pour donner des noms, mais en même temps, c'est aussi important de nommer. Vous avez côtoyé, j'imagine, Jean-Luc Mélenchon, le parti de gauche. Hors des hélicoptères et des Falcon et du jet ski, est-ce que ces gens ont conscience de vivre hors sol? Parce que mine de rien, ça fait 15, 20 ans qu'ils n'ont pas envoyé leur CV pour essayer d'avoir un travail quelque part, parce que ils doivent, j'imagine, pour certains, payer encore leur facture d'électricité, mais il y en a d'autres qui ont des phobies administratives. Donc, vous voyez, est-ce que tout ça ne coûte pas un peu trop cher? Est-ce qu'on pourrait pas faire mieux sans eux? Et je vous pose la question à vous aussi, qui, je sais, êtes très attaché à la sobriété. Et je me demande si on pourrait pas gagner un petit peu en sobriété politique. Alors, pour le coup, Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est un mauvais exemple parce que voilà, je pourrais avoir pas mal de désaccords avec lui, mais je pense que ça fait partie, et d'ailleurs, je dirais la même chose pour les parlementaires de la France Insoumise, je pense que ça fait partie de ceux qui ont justement gardé un vrai lien avec juste la manière dont les gens vivent, quoi, et une manière de vivre eux-mêmes euh, qui, euh, qui est décente. Voilà, ce qui n'est pas le cas, je pense, de beaucoup d'autres parlementaires. Euh, Après, enfin, moi, enfin, juste pardon, mais juste pour revenir là-dessus, moi, j'écoute pas certaines radios et j'ai pas la télévision, mais je vois passer parfois sur les réseaux sociaux des extraits de déclarations de députés macronistes, par exemple, qui sont juste, mais pardon, sidérant justement de hors sol, quoi. Enfin, c'est complètement lunaire. Moi, je me demande parfois effectivement sur quelle planète ces gens vivent pour être à ce point déconnectés de la réalité sociale des gens qui sont censés représenter, quoi. Et ça vaut d'ailleurs pour un certain nombre de ministres de ce gouvernement. Donc voilà, là aussi, je ferai une distinction entre les personnes et qui, pour moi, est aussi directement liée quand même à la question des camps politiques et des convictions qu'on porte. Parce que malgré tout, quand même, de manière générale, à gauche, on est quand même encore un petit peu relié à la question sociale, ce que la droite a complètement abandonné et assume d'abandonner. C'est en tout cas ma conviction. Après, sur la question de la sobriété, moi, je pense effectivement que les institutions de la République seraient à refondre complètement et que l'utilité d'avoir ces deux chambres parlementaires, pour moi, elle ne saute pas aux yeux et qu'effectivement, elle nous coûte très cher, je trouve, par rapport au travail qui y est fait, surtout quand on a les images absolument déplorables d'une assemblée complètement désertée ou pour des votes très importants, la plupart des parlementaires ne sont même pas présents, ce qui pose quand même question effectivement sur le montant de leurs indemnités et sur le sérieux
qu'ils mettent à leur mandat. Donc il y aurait une refonte à faire, mais au-delà de ça, enfin, si un jour on arrivait à se poser sérieusement cette question des institutions républicaines, au-delà de ça, je crois qu'il y a une vraie question à se poser aussi sur tout ce qui a été délégué à l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est évidemment très content d'avoir un certain nombre de services publics, et moi, je fais partie de ces personnes voilà, qui se battent quasiment au quotidien dans ma zone rurale pour conserver des services publics de proximité, etc. Mais il y a aussi plein de choses en fait qui sont aujourd'hui du ressort de l'institution, de l'État ou de ses représentants, sur lesquels on pourrait peut-être utilement reprendre la main. Et quand je dis reprendre la main, c'est reprendre la main en tant que citoyen, en tant que population, de manière plus autogérée. Et c'est aussi sur ces questions-là, justement, que ce qui se passe au nord-est de la Syrie, au Rojava, m'intéresse, sur la mise en place des théories qui ont été développées par Murray Bookchin, notamment sur le municipalisme libertaire ou sur le confédéralisme démocratique, et sur ce qui est en train d'être mis en œuvre dans ce territoire qui est enfin, une expérimentation à vaste échelle, hein, je le redis, c'est 5 millions d'habitants, donc ce n'est pas une petite expérimentation locale, avec voilà, un territoire qui est auto-administré et qui refuse justement de reproduire les mécanismes d'un État centralisé tel qu'on peut le connaître nous en France. On va laisser le volet politique franco-français un peu dans le marigot qui est le sien à certains moments, pour aller plus vers la steppe et vers l'oasis, qui sont les deux biotopes, les deux écosystèmes dans lesquels vous avez ancré votre nouveau livre, Là où le feu et l'ours. Est-ce que vous pourriez dire un mot justement de ce livre, de cette jeune femme qui marche dans la steppe, qui fuit un incendie et qui rencontre un ourson, qui s'entiche de lui et réciproquement, et ensemble ils marchent et ils vont faire différentes rencontres qui vont les emmener un peu plus tard dans le récit vers une oasis, où l'oasis c'est un peu aussi, j'ai l'impression, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est un peu ça a l'air d'être autogéré, il n'y a pas de service public puisqu'il n'y a plus rien quasiment autour. Est-ce que vous pourriez dérouler un petit peu cette métaphore et expliquer d'où est-ce que d'où ça vous est venu si vous voulez, ou en tout cas pourquoi ces deux volets très antinomiques dans un livre commun avec une histoire en plus commune, puisque les personnages se suivent et vivent dans ces deux écosystèmes-là. Oui, alors, d'abord, ce roman, il est né d'une image. Donc, je ne sais pas elle-même de quoi elle est née, mais cette image qui s'est imposée à moi en quelque sorte, c'était vraiment l'image de cette jeune femme, Violette, qui effectivement, au début du roman, erre dans la steppe. Voilà, on comprend assez rapidement qu'elle a très peu de souvenirs, que, voilà, qu'elle avance dans cette steppe un peu sans but, avec la peur permanente des incendies qui tombent un peu au hasard dans cet endroit désert, aride, hostile et au climat complètement déréglé. Et donc un soir, en cherchant un abri pour la nuit, Violette va découvrir dans une cavité un tout jeune ours nouveau-né qui est seul, qui est orphelin, et elle va le porter à son sein pour l'allaiter et l'adopter comme son propre fils. Et c'est vraiment cette image voilà, de cette jeune femme et de ce jeune ours qui a fait naître le roman et qui ensuite a un peu agi comme un aimant en appelant à elle voilà, d'autres personnages, un récit, une histoire, des paysages, avec effectivement ce découpage un peu en deux parties, la steppe puis l'oasis,
D'abord pour une simple question de littérature et de trame narrative, avec voilà, une progression vers du mieux, en l'occurrence, hein, puisque l'Oasis, effectivement, est un lieu où il y a tout ce qui manque dans la steppe, en fait, et j'avais très envie de jouer dans ce roman sur la question de la dualité humain-animal, la dualité steppe-oasis, la dualité aridité d'un côté et végétation luxuriante de l'autre, la dualité aussi de survie individuelle et d'organisation collective dans l'oasis. Donc voilà, j'avais envie en tout cas d'explorer ce registre-là, d'où ce changement de décor entre la steppe et l'oasis voilà, qui correspond à des changements presque de dimension, j'ai envie de dire, dans plein d'aspects du roman. Parce que c'est un roman aussi sur la survie, comme votre premier essai parle d'effondrement, mais aussi un peu de survie. Comment est-ce qu'on peut survivre justement à l'effondrement? C'est des pistes, des propositions qui sont faites. Ce 1er roman que vous signez là, qui vient de paraître, est aussi un livre sur la survie, puisque ce sont des fuyards un peu qui fuient des catastrophes environnementales. Vous allez au Rojava, vous retournez au Rojava dans une quinzaine de jours. Vous y avez passé beaucoup de temps. On peut, si vous voulez, saisir cette occasion pour discuter un peu de ce que vous avez pu y voir. Mais quel est votre rapport, vous, justement, à ce concept de survie qui, pour certains, notamment, je pense au Rojava, mais qui pourrait aussi, ce mode de vie extrêmement difficile, va aussi concerner de plus en plus de monde. Comment est-ce que quel est votre rapport à ça? Comment est-ce qu'on peut se préparer justement à cette éventualité qui a une probabilité relativement importante? Alors moi, mon rapport à ça, d'abord, vous l'avez mentionné avec la question de la Syrie, mon rapport à ça, il est un rapport très concret, très actuel et très dur, parce que j'ai eu l'occasion de me rendre dans le cadre de missions politiques dans pas mal de pays et de territoires autour de la planète qui sont dans des questions de survie permanentes, qui sont dans des questions de conflits armés, qui sont dans des questions de pénurie de biens vitaux, d'alimentation, d'épisodes de sécheresse extrême, et où la question de la survie, en fait, elle ne se pose pas comme un concept ou un risque futur, mais comme une réalité au quotidien, qui est une réalité subie, à laquelle personne n'est préparé. Donc mon rapport à la question de la survie, il est tout sauf romantique, en l'occurrence, et tout sauf romanesque au départ. Euh, et je trouve que c'est important, voilà, de rappeler que en fait, c'est une réalité déjà pour une grande partie de la population mondiale. Ensuite, sur la manière dont on l'entend, quand on parle d'un possible effondrement civilisationnel à venir, moi, très honnêtement, je le dis dans Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, j'ai pas de certitude sur la venue d'un effondrement d'un coup d'un seul, ou sur une succession d'effondrements au pluriel dont il est très difficile aujourd'hui d'imaginer la forme et les modalités qui pourraient revêtir. On l'a vu d'ailleurs l'année dernière avec l'arrivée du Covid, voilà, qui est un événement qui a provoqué plein de petits effondrements, même si globalement le système s'en sort encore bien et que personne n'avait vu venir en réalité, à part quelques scientifiques très pointus qui alertaient dans le désert. Mais voilà, donc moi, j'ai pas de certitude sur la manière dont ça va se passer. Je pense que on peut avoir un effet domino, un effet d'entraînement, de bascule, notamment du côté climatique, voilà, qui entraîne une série de catastrophes d'une ampleur inédite qui nous fasse basculer effectivement pour beaucoup d'entre nous en mode survie beaucoup plus rapidement que ce qu'on imagine. Mais on peut aussi voir la situation continuer à se dégrader comme elle a déjà commencé à le faire pendant
un certain temps, avec l'approfondissement de toutes les dérives qu'on connaît aujourd'hui dans la société, en termes de société à plusieurs vitesses, avec des classes sociales exacerbées et un accaparement des ressources naturelles encore disponibles, à commencer par l'air pur et l'eau potable, par une petite poignée de personnes privilégiées. Donc, voilà sur l'effondrement ou sur les effondrements ou sur les délitements. Voilà, je ne suis pas fétichiste du mot non plus. Et on peut en utiliser plusieurs selon ce qu'on juge le plus probable. En tout état de cause, et quoi qu'il se passe à l'avenir, il me semble qu'on a déjà aujourd'hui toutes les raisons de privilégier un mode de vie individuel et collectif qui soit plus sobre, qui soit plus autonome, qui soit moins vulnérable et moins dépendant de ressources sur lesquelles on n'a pas la main. À commencer par, on parlait tout à l'heure du numérique par exemple. Voilà, le fait aujourd'hui d'être très dépendant des technologies ou même juste simplement de l'électricité pour des besoins vitaux me semble être un facteur de vulnérabilité. Quoi qu'il se passe à l'avenir, et ce qui se passe à l'avenir, ça peut aussi être des tensions géopolitiques, des conflits armés ou des choses comme ça. Donc, en tout cas, tout ce qui va dans le sens de vivre plus simplement, plus sobrement et de manière plus autonome, me paraît aller dans le bon sens, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental et même d'un point de vue démocratique. Euh, voilà, je pense qu'on ne peut pas complètement, et ce serait même pas souhaitable hein, de ne plus avoir aucune interdépendance. Je pense que c'est une illusion totale et en tout cas, moi, ce n'est pas mon souhait. Mais par contre, je souhaite pouvoir choisir mes dépendances. C'est- Et, Allez-y, et allez-y. je pense que c'est aussi par le choix de ses propres dépendances qu'on peut en arriver justement à recréer des liens collectifs dans une société aujourd'hui extrêmement atomisée où justement ces dépendances qu'on ne s'est pas choisies nous éloignent aussi beaucoup les uns des autres en réalité. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous avez eu le sentiment que au Rojava, par exemple, pour reprendre le terme de Walter Benjamin, organiser le pessimisme, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils organisent le pessimisme, qu'ils organisent, pardon, le pessimisme de cette façon-là à 5 millions d'habitants? Qu'est-ce que... Parce que d'ailleurs, je n'invente pas ce concept, je crois que vous le citez dans votre premier essai, mais qu'est-ce que ça veut dire organiser le pessimisme? Comment est-ce qu'on s'y prend? Par quel bout est-ce qu'on peut tirer le fil selon vous? D'abord, sur la question du Rojava, je n'utiliserai pas forcément cette expression d'organiser le pessimisme, parce que là, on est vraiment sur des questions de construction, en fait, et qu'il y a. Enfin, voilà, je veux dire, c'est une zone qui est en ruine, qui sort d'une occupation ultra violente par Daesh, voilà, qui se relève de tout ça et qui en plus s'en relève dans un contexte d'offensive armée de l'État turc, enfin voilà, dans un contexte d'hostilité extrêmement militarisée, extrêmement forte, d'embargo frontalier et de pénurie de tout. De pénurie voilà, d'électricité, de pétrole, d'agriculture nourricière, parce que c'est une zone qui a été consacrée par le régime de Bachar el-Assad à la monoculture intensive de céréales. Enfin, voilà, donc tout est à reconstruire, ou même à construire, puisque l'idée est justement pas de reconstruire à l'identique, mais de construire différemment. Donc voilà, on serait plus dans la construction que d'un projet politique concret que dans de l'organisation du pessimisme, il me semble. Après, sur organiser le pessimisme, moi, en tout cas, quand je reprends cette formule, c'est plus sur l'idée de trouver des manières hein, de faire face à cet effet de sidération
et de découragement que j'ai vu saisir beaucoup de militants ou de nouveaux militants que j'ai vus arriver dans plein de lieux, d'espaces, de débats publics, qui arrivent sur la question de l'effondrement et qui découvrent en fait l'effondrement avant de découvrir l'écologie politique. Et qui, du coup, tout d'un coup, enfin voilà, ont ce déclic, cette prise de conscience, à la fois sur la question de l'urgence et sur la question de la gravité de la situation, les limites planétaires déjà franchies, voilà, et qui tout d'un coup se retrouvent avec tout un maelstrom d'émotions, d'angoisse, de peur, de colère à gérer et qui n'ont pas forcément la culture politique et la colonne vertébrale idéologique qui leur permettrait de transformer ces émotions en actions collectives. Et, euh, et donc, il y a vraiment, pour moi, organiser le pessimisme, c'est plus de cet ordre-là. C'est-à-dire comment on fait pour que toutes ces personnes qui découvrent tout d'un coup l'ampleur des catastrophes mondiales n'aient pas envie directement de partir cultiver leur jardin, soit pas dans des solutions de protection et de repli individuel, mais prennent part à la lutte, à la résistance, à la construction d'alternatives, à la bataille culturelle dont on a besoin aujourd'hui. Donc voilà, organiser le pessimisme, c'est ne pas céder au découragement et trouver des raisons de continuer à mener ces combats. Mais alors, comment on fait? Parce que cultiver son jardin, c'est plutôt une bonne chose. Si on apprenait plutôt plus jeune à cultiver des plantes, à soigner des animaux, peut-être qu'on serait tous un peu plus collectivement capables justement d'être, pour reprendre un terme à la mode et usé jusqu'à la corde, on serait peut-être là pour le coup un peu plus résilient, on serait plus réactif face aux grands enjeux aux grands défis. Donc, comment on fait? Qu'est-ce Le qui... fait de cultiver son jardin, il y a une autre expression que j'utilise régulièrement, c'est la tentation de l'île de Ré, qui est peut-être plus appropriée dans ce cadre-là. Sur le fait de cultiver, en l'occurrence, voilà, moi ça fait longtemps que je plaide pour que en fait, on se réapproprie un certain nombre de savoirs manuels et traditionnels et que les gamins à l'école puissent apprendre à coudre, à cultiver la terre, un certain nombre de choses et qu'on arrête de considérer que les professions manuelles sont des voies de garage pour ceux qui sont pas bons à l'école, ce qui, à mon avis, est une des, enfin, voilà, fait partie des nombreuses choses qui sont en train de nous mener dans le mur. Euh, voilà, cela étant dit, comment on fait pour organiser le pessimisme? C'est une vaste question. Il y a Par quoi plusieurs on choses. commence? D'abord au point de vue, de tout ce qui est déjà un peu organisé et structuré, parce qu'il y a quand même pas mal de collectifs militants qui existent en dehors même des partis politiques et des syndicats. Singulièrement depuis 2-3 ans, il y a vraiment eu une multiplication du côté du mouvement climat, mais aussi du mouvement social, des mouvements féministes, anti-autoritaires, etc. La première chose pour organiser tous ces pessimistes-là, enfin, je ne sais pas s'ils se qualifieraient eux-mêmes comme ça, mais en tout cas, tous ces lucides-là, ce serait pour moi tout d'abord ce que j'appelle l'archipélisation des îlots de résistance et qui consiste à accepter qu'il y ait une diversité des tactiques et des modes d'action parce qu'on n'a pas tous la même culture politique, on n'a pas tous les mêmes conditions matérielles d'existence, on n'a pas tous les mêmes envies ou même les mêmes possibilités, tout simplement de risquer de la répression policière ou juridique. On n'en est pas tous au même stade de notre engagement politique. Et donc, pour moi, il faut accepter qu'il y ait à la fois des marches pacifiques pour le climat qui sont un premier sas d'entrée dans l'engagement pour beaucoup de personnes. Et à côté de ça, accepter aussi qu'il puisse y avoir
parfois des dégradations de biens matériels ou des blocages de chantiers qui visent à bétonner des terres agricoles, par exemple. Donc, accepter la diversité des modes d'action tout en essayant d'élaborer une stratégie commune. Et il me semble que ce n'est pas quelque chose qui peut se décréter, c'est-à-dire que ça c'est pas quelque chose qui se fait par un espèce de comité de liaison interorga qui se réunirait tous les mois à Paris. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Mais de fait, depuis 2-3 ans, entre les mouvements des ZAD, les territoires en lutte, la paysannerie alternative, le mouvement climat, tous ceux que j'ai cités, les gilets jaunes, les féministes, etc., euh, à force d'avoir de temps en temps des actions en commun, à force d'avoir des tribunes qui se répondent, des espaces où des dialogues peuvent se mettre en œuvre, il me semble que commence à se dégager une culture commune et peut-être une esquisse même de stratégie commune qui pour moi est justement cet élément qui permettra d'organiser le pessimisme et en tout cas de gagner un peu en efficacité dans les luttes quand même, quoi. Dans l'organisation, il y a une notion de prospective, disons de projection, qui est importante. On essaye de, même si on vit dans des temps qui sont compliqués et qui nous empêchent, le Covid est un exemple, mais qui nous empêche quand même de nous projeter même à moyen terme. Heu, Comment est-ce que vous voyez le bon, l'état du monde, c'est beaucoup trop large, mais comment est-ce que, par exemple, vous voyez comment est-ce que vous voyez la France, par exemple, en 2025? Est-ce que, dans ces stratégies justement, est-ce que, d'organisation, est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? Le nom de cette émission, c'est Hic et Nunc, donc ça veut dire ici et maintenant parce que on considère qu'on doit d'abord commencer là où on est et qu'il ne faut pas attendre pour agir. Mais n'empêche qu'il ne faut pas attendre pour agir, mais on est des êtres qui aimons aussi nous projeter. Et on agit pour un avenir qu'on souhaite un peu, soit moins pire, soit meilleur. Qu'est-ce que vous voyez? Quelles sont les lignes un peu les signaux faibles que vous décelez et sur quoi, à votre avis, est-ce qu'il faut muscler notre attention pour les années à venir? Bon, alors, pour le coup, sur la question de la projection, moi, je ne suis pas une très bonne candidate parce que j'ai toujours eu du mal à me projeter à plus de 1 ou 2 ans et plus ça va et plus j'ai du mal en fait parce que j'ai vraiment l'impression que ce qui peut-être est le plus marquant, c'est justement le caractère imprévisible de ce qui va nous tomber dessus dans les mois et les années qui viennent. Et du coup, j'ai plutôt envie, plutôt que d'essayer de me tenter à des prophéties ou même à des signaux faibles, c'est plutôt la question bah, justement d'être prêt à tout, quoi. Il y avait une formule très chouette qu'utilisait une organisation militante du Pays Basque qui s'appelle BICI. À un moment donné, ils utilisaient beaucoup cette formule de dire il faut éviter l'ingérable et gérer l'inévitable, que je trouvais assez juste. Et si je la traduisais aujourd'hui enfin, voilà, dans ce qui me semblerait une sorte de ligne à tenir, c'est c'est d'être le plus. Alors ça m'agace parce qu'en fait, tous les termes qui me viennent sont vraiment tous ces termes qu'on déteste utiliser, mais le plus agile et le plus souple possible, Ils ont avec, été préemptés. ouais, avec le plus de capacité de rebond, en fait, je crois que ce qu'il va falloir dans les mois et les années qui viennent, c'est être extrêmement adaptable et extrêmement flexible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'adapter à tout, hein. Il y a eu beaucoup de critiques très justes sur cette espèce d'injonction à s'adapter que je partage totalement. Ça ne veut pas dire s'adapter à tout, mais ça veut dire, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, euh, réduire au maximum les dépendances dont on ne veut pas, en fait. Euh, Réfléchir, comme nous y invitait Bruno Latour pendant le premier confinement, à
à réfléchir à nos subsistances, à l'endroit où on vit, à ce dont on a besoin pour y vivre et pour y vivre bien, et réfléchir à la marge de manœuvre qu'on a là-dessus. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour que les besoins fondamentaux puissent continuer à être assurés, même en cas de rupture d'approvisionnement, même en cas d'état fascisant, même en cas de coupure des services publics. Voilà, ce qui commence à se faire, hein. Je veux dire, il y a plein de zones rurales en France où il n'y en a plus des services publics et où donc les gens sont obligés de s'organiser de manière différente. Et donc, pour moi, il s'agit à la fois de, si je reprends cet exemple-là, de continuer à se battre bec et ongles pour conserver des trains, des gares, des bureaux de poste, des écoles, enfin voilà, tout ce dont on a besoin en fait pour vivre dans un lieu. Euh, et en même temps, réfléchir à comment est-ce que on pourrait voilà, s'auto-organiser pour développer, par exemple, la question alimentaire sur les territoires. Je pense que, enfin voilà, j'imagine que dans quelques années, ça nous paraîtra, je l'espère, complètement lunaire hein, d'imaginer que on mangeait des produits alimentaires qui venaient de l'autre bout de la planète. Ça devrait déjà nous paraître complètement lunaire. Euh, voilà, je ne sais pas si je suis très, très claire, mais en tout cas, voilà ce que je vais répéter un peu ce que j'ai déjà dit, quoi. La question vraiment de la sobriété, de la simplicité, de l'autonomie et de l'autogestion collective me semble aujourd'hui être les pistes qui permettront, en fait, quoi qu'il se passe, de réduire le choc, quoi. Comment est-ce que vous expliquez le fait que le terme de la frugalité a si mauvaise presse? Alors que c'est aussi, symbole aussi de grande satisfaction. Enfin, le fait d'être frugal génère énormément de satisfaction. Je pense à un intellectuel immense que j'aime beaucoup, c'est Théodore Monod, qui tous les vendredis, me semble, jeûnait aussi en hommage aux victimes des bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki entre le 6 et le 9 août tous les ans. Jeûne sec, donc pas de nourriture et pas d'eau. C'est quelqu'un qui a marché dans le désert jusqu'à ses 90 ans, je crois, qui continue à faire ses merets et qui, au contact des nomades du désert, a appris justement la frugalité et livre des pages magnifiques sur ce sujet. Mais aujourd'hui, quand on en parle, on a l'impression que c'est une nouvelle forme d'asservissement, un retour à la pauvreté. Comment est-ce que vous expliqueriez ce concept de justement de la frugalité? Moi, il me semble que cette forme de rejet viscéral qu'il y a par rapport à la frugalité ou à la sobriété, ou même on peut parler de la décroissance, elle est principalement liée au fait que généralement c'est associé à de la précarité qui est tout sauf choisie en fait. C'est-à-dire que concrètement aujourd'hui, et encore plus si on prend à l'échelle de la planète, la grande majorité des personnes qui vivent dans une forme de dénuement et de frugalité l'ont pas choisi en fait et le subissent pendant que d'autres, eux, vivent de manière outrageusement confortable. Et du coup, je pense qu'on pâtit beaucoup de ça, même si, voilà, entre initiés, on sait très bien que la décroissance, c'est pas du tout ça, et que la sobriété et la frugalité, c'est pas du tout ça, et que ça peut aussi être source de joie, d'émancipation, d'apaisement et de plein de belles choses. Notre réalité à nous, elle est extrêmement minoritaire par rapport à la réalité de la précarité subie d'une grande majorité de personnes. Donc forcément, on a là voilà, une bataille culturelle à mener qui est quand même pas simple, d'autant plus qu'on est enfin, voilà, ceux qui prônent cette sobriété d'un point de vue politique sont généralement aussi ceux qui sont du côté des opprimés et des précaires, et donc doivent eux-mêmes voilà, jouer en permanence dans leur cerveau et dans leur cœur avec cette injonction paradoxale
qui, moi, a beaucoup été la mienne pendant que je rédigeais mon essai, hein, qui consiste à sans cesse se poser la question de savoir si, voilà, ce qu'on prône ou les questions qu'on met sur la table ne sont pas des questions de privilégiés, tout simplement, quoi. Ce qui, à mon sens, serait une vraie faute morale et politique. Moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée et donc j'ai vraiment voilà, pris garde justement dans plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, à ne pas aborder la question du refus de parvenir ou de cette sobriété avec un point de vue de privilégié, même si j'en suis une de fait, et encore plus, une fois de plus, à l'échelle mondiale, mais de vraiment voir si ces hypothèses ou ces questionnements que je pose euh, restaient pertinents et opérants, y compris parmi des personnes victimes justement de conflits, subissant une précarité imposée, etc. Donc voilà, pour moi, enfin, je pense que ça vient principalement de cette question-là. Ça, ce serait pour l'explication la plus noble, entre guillemets. Après, il y a des explications qui sont moins réjouissantes d'une certaine manière. C'est que la réalité, c'est qu'on est quand même dans une société occidentale qui est un peu confite dans le confort matériel et le progrès matériel qui a été apporté à la grande époque des Trente Glorieuses, et que, en fait, ce dont on ne se rend pas compte collectivement, c'est que si ça a apporté pendant un temps un réel progrès humain, et je pense notamment à la question voilà, des tâches domestiques pour un certain nombre de femmes, mais pas seulement, ça a apporté un vrai progrès pendant un temps, mais en fait, aujourd'hui, c'est plus du progrès que ça apporte. C'est de la dégradation environnementale, c'est des inégalités sociales, c'est de la consommation ostentatoire. Et on voit bien que la hausse du produit intérieur brut, qui est en grande partie liée à la vente de marchandises, au bout d'un moment, n'est plus corrélée en fait avec le bien-être humain, n'est plus source d'amélioration de bien-être, au contraire. Donc c'est cette décorrélation, je pense, qui n'a pas encore pénétré les esprits et qui fait que, voilà, quand on regarde les choses d'un point de vue individuel, qui est bien souvent la première grille de lecture de la population, et le premier réflexe, c'est d'avoir l'impression que la question de la frugalité ou de la sobriété équivaut à une restriction de la liberté à se creuser une piscine dans son jardin, de la liberté à avoir une résidence secondaire quand on peut se la payer, de la liberté à prendre l'avion pour partir en vacances, etc., etc. Et c'est des tragédies contemporaines qui est que les mesures qu'il faudrait mettre en place sont de fait des mesures impopulaires et qui sont d'autant plus impopulaires qu'elles ne sont pas auto-administrées par les personnes qui sont chargées de les voter au Parlement ou de les mettre en place au niveau du gouvernement. On va arriver un peu à la fin de notre entretien, de notre conversation conviviale. Est-ce que vous aviez un sujet que vous auriez souhaité plus particulièrement aborder, ou sinon je vous pose la dernière question que je vais poser à tous les invités qui vont vous succéder, puisque vous êtes la première à vous être prêté à l'exercice. Merci encore. Et la question est assez simple, c'est qu'est-ce qui vous fait marcher? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Ça peut être une lecture, ça peut être une rencontre, ça peut être un paysage, une peinture. Je pense qu'on a tous et toutes des choses auxquelles nous raccrocher et qui nous font justement euh, un film, voilà. Ou voilà, qu'est-ce qui vous a mis en route? Qu'est-ce qui continue de vous faire marcher? Qu'est-ce qui fait que vous vous levez encore le matin?
alors que vous pourriez être à l'Assemblée nationale, avec des chauffeurs particuliers. Bah, peut-être que ce qui me fait lever le matin, c'est, justement, de me féliciter chaque jour de ne pas être à l'Assemblée nationale avec un chauffeur particulier et de pouvoir, à l'inverse, me lever et contempler le Vercors tous les matins pour voir, si, la pluie qu'on a dans la vallée, est tombée, en neige sur les sommets, ce qui nous arrive beaucoup en ce moment. D'aller, voilà, sur le chemin de mon bureau, qui est, à l'étage inférieur, passer par le jardin pour voir, si, mes plants de tomates ont poussé, dans la nuit et si, mes capucines, ont pris, du volume. Voilà, ça, c'est déjà une bonne raison de me lever et c'est vrai que, bah, voilà, en tout cas, l'endroit, et je parle pas juste de territoire, mais je parle aussi voilà, d'engagement politique. L'endroit où mes choix de vie m'ont mené aujourd'hui est un endroit où je me sens pleinement à ma place et où, enfin, voilà, je trouve tout ça me semble très, très juste et très heureux en ce qui me concerne. Donc déjà, ça aide quand même sacrément à se lever le matin. Et puis, je dirais peut-être pour compléter, ce qui me fait allumer mon ordinateur, parce que c'est une toute autre démarche que de se lever le matin, parce que j'irais bien plutôt marcher en montagne souvent, mais ce qui me fait allumer mon ordinateur, bah, c'est en ce moment beaucoup en fait les imprévus que sont les retours de lectrices et de lecteurs que je reçois par plein de biais différents, mais beaucoup, beaucoup par mail notamment. Autant d'ailleurs sur l'essai, même 2 ans après sa sortie, que sur le roman plus récent. C'est vraiment une des grandes surprises et une des grandes joies pour moi, en fait, de cet engagement dans l'écriture. C'est ces retours qui sont incroyablement d'abord confiants. C'est très étonnant de voir à quel point, en fait, le livre établit une relation très, très étrange parce que en fait, vous, en tant que moi, en tant qu'autrice, en fait, je connais pas mes lecteurs et mes lectrices. Mais eux, en tant que lecteurs et lectrices, ils ont l'impression de me connaître et ça établit un lien de confiance, qui est en fait très fort, et qui fait que je reçois des témoignages qui sont parfois, assez personnels, assez intimes et qui témoignent justement d'une grande confiance et qui sont, de ce fait-là très touchants et qui voilà, ça fait vraiment partie ouais, des choses que j'attends avec impatience et qui font que voilà, il y a un petit pincement au cœur au moment d'ouvrir sa boîte mail en se disant que voilà, on va pas avoir que des messages austères, professionnels, mais que dedans il y aura quelques pépites de glisser comme ça de retour de lecture qui me motivent en fait pour continuer, quoi, tout simplement. Bon, alors on vous souhaite, un courrier des lecteurs et des lectrices fourni Exactement. et puis très beau voyage au Rojava et revenez, avec, encore de beaux textes et de belles choses à nous apprendre et puis de beaux exemples à suivre peut-être. Certainement, oui, oui, c'est vraiment l'objectif, c'est de revenir avec plein de choses qui puissent nous inspirer. Merci Corinne Morel-Darleux, Merci Mathieu Delaunay. à bientôt.